Le couvercle des latrines se souleva lentement dans un grincement humide avant de basculer sur le côté avec un claquement sourd. La silhouette s'en extirpa à la force des bras, ruisselante de boue, de crasse et d'odeurs indéfinissables. Hilda émergea du conduit d'évacuation comme un revenant tiré des enfers, haletante, les cheveux plaqués contre ses joues, les vêtements figés par des couches de saleté séchée et d'humidité résiduelle. L'endroit où elle débouchait n'avait rien d'attrayant, c'était une petite pièce maçonnée aux murs noircis par les années, mal ventilée et faiblement éclairée par une meurtrière poussiéreuse. Pourtant, comparé à l'horreur moite des égouts qu'elle venait de traverser, ce réduit austère ressemblait presque à un salon de thé impérial. Elle s'immobilisa quelques secondes, prenant le temps de respirer un air certes vicié, mais infiniment plus tolérable que l'atmosphère putride du sous-sol. Puis, se tournant vers l'orifice béant derrière elle, elle guetta l'apparition de son étrange guide. « Hé, t'es là ? Bah, où est-ce qu'il est passé ?» Hilda chercha du regard la créature dans les ténèbres, une minute de plus, mais il semblait bien que celle-ci avait disparu pour de bon, comme si elle n'avait été qu'un mirage. La jeune femme grimaça, à la fois d'incompréhension, mais aussi avec une part non dissimulée d'inquiétude, en sachant que son bon samaritain avait échappé à sa vigilance. Mais elle se recentra rapidement sur des attentions plus prioritaires. Elle puait, bien plus que ce que la discrétion ne pouvait tolérer dans sa situation. Et ce, même en considérant l'état de délabrement et de corruption de Mordheim. Sans bruit, elle poussa la porte grinçante de la pièce. Le couloir attenant était désert. Mais elle tendit cependant l'oreille à l'affût du moindre pas ou du frottement d'une robe sur la pierre. Malgré tout, le silence régnait. Elle sortit alors prudemment, ses bottes encore humides laissant des traces sombres sur le sol. Hilda s'enfonça ainsi dans les couloirs, déterminée à trouver des vêtements propres, ou à minima à se décrasser, avant d'entamer une exploration plus en profondeur de la cathédrale. Par chance, le complexe ecclésiastique obéissait à une certaine logique architecturale, et les sanitaires étaient tous regroupés dans une même aile, fort heureusement désertée à ce moment de la journée. Quelques minutes suffirent pour qu'elle repère un endroit utile perdu entre les latrines et les étuves. Dans un couloir sobrement orné de motifs sigmarites, elle découvrit une grande salle d'allée d'une sobriété monastique, mais d'un confort inattendu. Une salle de bain. Waouh, le rêve! En plus, il y a moyen de chauffer l'eau, sérieux? Devant elle, une large bassine de bois cerclée de fer reposait sur une dalle de pierre. Et juste en dessous, un petit foyer maçonné rempli de braises éteintes attendant d'être ravivé. L'idée était simple, la chaleur remontait par conduction dans la pierre, réchauffant doucement l'eau du baquet. Près de là, une fontaine murale alimentée par un réseau de tuyaux de cuivre grinçait doucement à côté d'une vieille pompe à levier. Eh ben, moi qui croyais que les nonnes étaient censées vivre dans l'austérité, si c'est ça, je veux bien rejoindre les ordres. La roublarde se hâta de se dessaper de son attirail et de ses frusques souillées, ses bottes faisant un bruit écœurant en se décollant de ses mollets. Puis, sans perdre de temps, elle effectua plusieurs allers-retours avec un seau entre la fontaine et la cuve, remplissant la baignoire jusqu'à la moitié. Elle alluma ensuite le brasero avec son briquet et observa les flammes reprendre vie, avides de charbon et dévorant la pénombre. Quand la température sembla suffisante, elle se glissa dans l'eau, retenant un frisson de plaisir. Le liquide, d'abord clair, se teinta aussitôt d'une teinte brunâtre souillée par la crasse accumulée sur sa peau. Mais elle s'en moquait, la chaleur l'enveloppait enfin, dissolvant la fatigue, le froid, la peur et même pour quelques instants la mémoire de la ville maudite au dehors. Cette baignoire n'était ni un temple, ni un autel, ni une relique sacrée, mais en cet instant, un bain chaud dans une cathédrale inviolée par le chaos, cela valait bien une prière à Sigmar. Hilda profita de son bain jusqu'à ce que l'eau tiédisse à mesure que la force du feu baissait sous elle. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là à macérer dans l'eau souillée par sa crasse, mais cela prit bien 1 heure, durant laquelle elle perdit toute notion de prudence ou de vigilance. Un risque qu'elle accepta volontiers en échange de ce moment de relaxation. Lorsque le froid finit par mordre à nouveau sa peau, elle consentit enfin à sortir. L'eau opaque collait à son corps dans une dernière étreinte visqueuse et de longues traînées brunâtres dégoulinaient sur les dalles au sortir de la baignoire. Elle grelotta un instant, puis se dirigea vers la fontaine et actionna la pompe à 2 reprises. L'eau glacée jaillit du bec de cuivre et elle s'en aspergea le visage et les bras avec des sursauts étouffés. Le contact de l'eau froide revivifiant son corps ramolli par la chaleur résiduelle précédente. Encore nue, elle posa ses mains sur ses hanches et contempla alors ses effets personnels posés en un teint informe à proximité. Son visage se tordit dans une grimace de dégoût mêlée de résignation. Tu
peux pas remettre ça. Non seulement c'est immonde, mais en plus je sentirai l'égout jusqu'à Aldorf. Côté discrétion, on repassera. Elle balaya la pièce du regard à la recherche d'une alternative, et ses yeux se posèrent sur une armoire de bois massif logée dans une alcôve discrète. Elle s'en approcha d'un pas décidé et ouvrit les battants en esquissant un sourire de soulagement. À l'intérieur, soigneusement pliées, se trouvaient plusieurs robes monastiques en lin lourd, accompagnées de tabards brodés de l'emblème du marteau de Sigmar. Certaines étaient trop larges, d'autres faites pour des silhouettes plus menues, mais après quelques essayages hâtifs, elle parvint à trouver une tenue qui, sans être taillée pour elle, ne la gênait pas dans ses mouvements. Le tissu était d'une qualité rare, souple mais résistant, d'un gris clair tirant sur le blanc, sobrement orné d'une ceinture tressée. Elles ont vraiment une drôle de définition de l'austérité, ces sœurs. Elle ne conserva de sa tenue d'origine que l'essentiel, sa ceinture de cuir usée mais solide, sa sacoche contenant ses quelques outils et effets personnels, et bien sûr sa hachette qu'elle fixa sous un pan de sa robe à l'aide d'une attache improvisée. Une fois vêtue, elle jeta un dernier regard à la pièce, puis poussa la porte en silence en s'enfonçant dans les couloirs de la cathédrale. Le gigantesque ver poursuivit sa lente et implacable progression à travers les ruelles ravagées de Mordheim. Chaque ondulation de son corps boursouflé s'accompagnait de gargouilles humides et de claquements visqueux, comme si les entrailles d'un monde mourant s'épanchaient dans la cité. La créature semblait glisser entre les bâtiments avec une grâce grotesque, insensible à la ruine qu'elle laissait derrière elle. Non loin de là, dissimulée sous une alcôve effondrée, recouverte de moisissures brunes, mais étonnamment épargnée par les mutations les plus agressives, Erhard, Baragor et Maximilian attendaient, figés dans l'ombre. Les mains crispées sur leurs armes, ils laissèrent passer la bête, et alors ils s'autorisèrent à reprendre leur souffle. Le soldat humain fit un geste de la main, incitant le groupe à reprendre la marche en silence, mais Maximilian parut tituber, tandis que sa cheville était aux prises avec un petit tentacule qui s'était subrepticement roulé autour d'elle durant leur pause. L'appendice palpitait comme un muscle vivant, dardant ses ventouses noires sur sa peau. Mais Baragor saisit alors le savant d'un coup sec et le tira brutalement vers lui. L'échine du tentacule se rompit dans un craquement humide, projetant une giclée de fluide sombre sur les dalles et libérant sa proie de son emprise. Ma foi, cet endroit est bien inquiétant. De quoi t'as peur, Frodra? Rien ici peut te tuer. Certes, mais il est des destins pires que la mort, qui plus est dans un endroit aussi corrompu que Mordheim. Silence, le monstre est encore proche. L'interjection d'Erhard coupa court à la discussion, et le groupe continua plus profondément dans les ruelles, toujours en direction de la cathédrale. Contre toute attente, leur rythme de marche était plutôt bon, et malgré les menaces inhérentes à la cité des damnés, ils n'avaient pas subi de contretemps majeur depuis qu'ils avaient échappé à Véronica et l'archiviste. Et ils avancèrent ainsi dans les décombres, jusqu'à ce qu'Erhard une nouvelle fois lève le poing pour signaler un arrêt. Il venait d'entendre des voix, subtiles mais présentes. Et en réaction, il fit signe aux autres de rester en retrait, puis se glissa dans un coin de mur partiellement effondré, jetant un œil discret dans la rue voisine. Deux hommes en robe terne se tenaient là, visiblement des cultistes, en jugés par les symboles hérétiques gravés à la va-vite sur leur tabard et par l'aura de confusion qui les enveloppait. L'un tenait un parchemin déplié entre les mains, l'air égaré, l'autre semblait passablement agacé. « J'aime pas trop le boss du boss, ce type me file la pétoche. » On sait même pas si c'est un type, si ça se trouve c'est un de ces monstres. Et je piche que dalle à ce qu'il raconte, il dit des mots que je suis même pas sûr d'avoir déjà entendus dans ma vie. L'homme déploya son parchemin tendu à deux mains et parut l'étudier un moment, fronçant les sourcils avec une concentration sincère mais visiblement dépassée. Il le tourna dans plusieurs directions, comme hésitant sur ce qu'il devait y voir. Merde, on est censé dessiner ce truc dans quel sens? Son acolyte lui arracha le document des mains avec exaspération. Dans le sens de la lecture, crétin. Bah je sais pas lire moi, t'as qu'à me dire quoi faire si t'es si malin. Erhard se recula en silence, mi-amusé, mi-préoccupé. Même dans une ville maudite, les bras cassés restaient des bras cassés. Mais il ne fallait pas pour autant les sous-estimer. L'incompétence pouvait tuer aussi sûrement qu'une lame bien aiguisée. Et même le plus mauvais des sbires pouvait donner l'alerte d'un cri bien senti. Erhard fit un geste discret en direction de Baragor et Maximilian, leur intimant silencieusement de le suivre. Mieux valait s'éloigner sans attirer l'attention. Quelle que soit la tâche que ces deux cultistes tentaient d'accomplir, ils ne représentaient pas une menace immédiate, même si leur présence ici indiquait que quelque chose se tramait dans l'ombre. Quelque chose qui ne les concernait pas, a priori. En tout cas, pas encore.